Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Paye Courtelier et je suis interne en anesthésie et réanimation pour la fin de mon parcours. Et je vais vous faire une conférence d'anesthésie réanimation qui va durer 2 heures et demie. On va faire une première partie anesthésie puisque c'est un item en général qui est pas vraiment développé dans les programmes et ni dans les conférences même publiques qui nécessitent un petit peu d'explication. Et puis une partie réanimation où on va plutôt de la traumatologie, l'anesthésie réanimation un petit peu chirurgicale et finir par l'item de l'arrêt cardio-respiratoire qui est assez universel, qui est assez transversal sur toutes les matières, mais que vous devez maîtriser pour le concours et pour votre future carrière. On commence avec la partie anesthésie, donc item 136, anesthésie locale, loco-régionale et anesthésie générale, qu'on va développer par la suite. En général, les externes, les étudiants ne passent pas forcément en anesthésie, c'est donc un milieu assez obscur. On n'a pas l'habitude de travailler derrière ce côté du champ opératoire et on va faire une conférence qui va vous permettre un petit peu de comprendre l'ensemble de l'anesthésie, tous les produits qu'on utilise, qu'est-ce que l'anesthésie dans sa globalité et quelles sont les questions qu'on vous pose de manière récurrente. Alors l'anesthésie, c'est quoi? En général, pour le reste de l'hôpital, l'anesthésie, c'est ça. Ce sont des gens qui endorment les gens avec ce produit blanc, qui utilisent des produits dangereux. Et puis, c'est la gestion des voies aériennes. En général, quand on n'arrive pas à intuber un patient, on appelle l'anesthésiste, puisque c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Il a une connaissance des voies aériennes presque aussi bonne que l'ORL et est capable d'intuber un patient un petit peu plus facilement. Mais en réalité, l'anesthésie, c'est plutôt ça. C'est la médecine périopératoire. Vous prenez un patient dans sa globalité, vous le challengez un petit peu comme un sportif et vous devez gérer tout le périopératoire. C'est la gestion à la fois des produits sanguins labiles, c'est la gestion de côté infectieux, que ce soit avant, pendant ou après l'opération, la gestion de ses comorbidités, la prise en charge de la douleur de manière multimodale. Je vous rappelle que l'anesthésie a une branche spécifique de médecine de la douleur qui va se développer dans les années à venir de plus en plus avec de nouvelles techniques puisque la douleur chronique est un problème de santé publique qui coûte beaucoup d'argent et qui coûte beaucoup de la qualité de vie des patients. Donc voilà, quand vous êtes fait de l'anesthésie, vous devez penser globalité et prendre un patient de A à Z. L'anesthésie, donc je vous ai remis les objectifs de l'item, ce que vous devez connaître, donc argumenter les indications, modalités, contre-indications. Alors l'anesthésie locale, on ouvre une parenthèse parce que c'est des questions qui reviennent très régulièrement. L'anesthésie locale peut être réalisée par tout type de médecin, puisqu'en fait ça suffit juste de prendre de l'anesthésique locale, qui peut être par exemple de la xylocaïne, de manière assez générale, et puis qu'on met dans une seringue avec une sous-cute, et puis on la glisse sous la peau, on aspire, on pousse, et à ce moment-là, on fait une anesthésie locale. Donc là, il n'y a pas besoin de faire de consultation d'anesthésie, il n'y a pas besoin d'avoir un anesthésiste avec soi. L'anesthésie, le vrai domaine, c'est le loco-régional et général. Ferme la parenthèse. L'analgésie obstétricale fait également partie de notre domaine de compétences et puis toute la réglementation qu'il y a autour de l'anesthésie puisque elle est encadrée par des lois, puisqu'il n'y a rien de plus médico-légal que de l'anesthésie. Et on va détailler ça plus tard. L'anesthésie, ça permet la réalisation d'un acte chirurgical, obstétrical ou médical en supprimant la douleur et en l'atteignant après l'intervention. Donc l'anesthésiste, il est en général, on le connaît au bloc opératoire, mais il est également dans les salles d'endoscopie pour pouvoir endormir profondément ou faire de la sédation. Il est également dans les salles de radiologie interventionnelle pour poser des pacemakers, pour faire des procédures type l'étavie, type les pacemakers, les défibrillateurs, les conversions, etc., etc. Et il peut également être dans les salles de radiologie interventionnelle type thrombectomie, type tout ce qui se passe au niveau des carotides et au niveau cérébral. Voilà, on est présent un petit peu partout. L'anesthésie, c'est quand même plus de 10 millions d'actes par an et dont la majorité maintenant se font en ambulatoire. Donc, ça veut dire ambulatoire, vous rentrez le matin, vous ressortez le soir. Et ça implique une gestion à la fois du patient, de ses comorbidités, de ses traitements, mais également une gestion de bonne anesthésie qui nécessite d'être plus que correcte, puisque si, par exemple, vous injectez les mauvais médicaments ou que vous avez la main un petit peu lourde, votre patient ne peut plus rentrer à domicile. Et donc, vous venez à créer une contre-indication à l'ambulatoire, vous êtes obligé d'hospitaliser votre patient et c'est quand même pas optimal pour lui, sachant les places d'hospitalisation. Et puis, le confort du patient, on lui promet une qualité de soins qui lui permet de rentrer à la maison le soir. Donc voilà, ça, c'est des choses à bien encadrer, ça se développe de plus en plus. Maintenant, on fait beaucoup d'interventions ambulatoires, même les gastrectomies. Imaginez quand même, vous faites rentrer à la maison quelqu'un après lui avoir enlevé la moitié de l'estomac.
Les 5 interventions les plus fréquentes qu'on fait, bon, évidemment les endoscopies, les cataractes, le canal carpien, la chirurgie des bouches et des dents, et puis tout ce qu'on fait au niveau obstétrical. Bon, même si on est sur une baisse de natalité, on a quand même près de 800 000 naissances en France chaque année, et la majorité des cas se passent avec une anesthésie et une analgésie péridurale, et tout ce qui implique également les rachianesthésies, les césariennes, et après tout votre travail derrière sur toutes les complications que pourrait avoir la femme. La mortalité, elle est de 1 sur 200 000. Donc, on n'oublie pas que l'anesthésie, moi j'aime beaucoup à le répéter, c'est un empoisonnement contrôlé. Vous devez vous injecter des médicaments potentiellement létals à votre patient. Parmi la mortalité, on compte évidemment les chocs anaphylactiques, puisque je vous rappelle qu'au bloc opératoire, il y a énormément d'allergènes qu'on retrouve à l'hôpital, typiquement le latex, les bêta-lactamines, les curares. On manie toutes ces matières-là tous les jours qui amènent forcément à des chocs anaphylactiques. Et puis, je vous rappelle que dans la mortalité, il y a également les patients qu'on passe au bloc opératoire dans les situations des traumatisés sévères. Donc, c'est des patients qui ont parfois un pronostic vital engagé, qu'on passe au bloc opératoire. Donc, forcément, dans sa mortalité compte là aussi. Et puis, quand vous faites des chirurgies un petit peu de dernière chance, c'est que vous entendrez sûrement parler le plus souvent, c'est l'infarctus mésentérique. Il faut les passer au bloc opératoire, ces gens-là, mais vous n'avez aucune certitude d'avoir un patient qui se réveille ou au moins qui survit à son opération. Donc, voilà. Ne pensons quand même pas qu'à chaque fois qu'on anesthésie un patient, il y a un risque vital derrière. On commence par un premier dossier qui va vous faire rentrer doucement sur une salle d'anesthésie. Je vous laisse le temps de réfléchir aux questions, aux réponses possibles, et puis après, on en discute. Donc, félicitations. Vous êtes maintenant anesthésiste réanimateur et vous prenez votre garde dans un centre hospitalier à l'activité nocturne riche et intense. Vous commencez votre garde au bloc des urgences. Vous préparez votre salle pour de l'anesthésie loco-régionale. Vous ne vérifiez donc pas le respirateur ni le scope. Vous vérifiez votre chef d'anesthésie, plateau d'intubation, signez le registre avant de commencer. Vous laissez votre infirmière anesthésiste préparer, uniquement sa responsabilité est impliquée. Vous attendez qu'un patient arrive pour commencer à préparer votre salle. Si vous réalisez une anesthésie loco-régionale, le patient devra aller en salle de réveil. Alors, vous préparez votre salle pour de l'anesthésie loco-régionale, vous ne vérifiez donc pas le respirateur et le scope. Ça, on pense bien que c'est faux. Un anesthésiste, c'est quelqu'un qui anticipe énormément. Peu importe ce que vous faites comme type d'anesthésie, vous avez forcément des effets indésirables qui peuvent se produire et des effets liés aux médicaments que vous injectez au patient. Par conséquent, vous devez toujours être ceinture, bretelles, parapluie, parachute. Vous faites tout pour maintenir votre patient en sécurité. Votre salle d'opération, je vous rappelle que la responsabilité, elle est conjointe entre l'équipe chirurgicale et l'équipe anesthésique, toujours. Donc, ça ne sera certainement pas simplement votre infirmière ou simplement le chirurgien qui sera responsable. Vous devez, à chaque fois que vous rentrez dans une salle d'anesthésie, absolument tout vérifier. Vous devez vérifier si vous avez de quoi scoper votre patient, de quoi le surveiller correctement, de quoi l'intuber, de quoi injecter. Donc, par conséquent, ça implique avoir une voie veineuse et vous ayez tous vos médicaments d'urgence. Donc, la A est forcément fausse. La B est vraie. La D, on a dit non, on anticipe tout. Et la E, elle est vraie. Alors, c'est encore débattu, mais ça, on va en reparler les spécifiques à l'anesthésie loco-régionale. Mais à partir du moment où vous faites une anesthésie, un patient doit être surveillé au décours. Voilà, je vous ai remis un petit peu la totalité de ce que vous devez avoir de votre côté anesthésique. Donc, et signature du registre obligatoire, ça paraît bête, mais à partir du moment où vous certifiez que votre salle est prête à recevoir de l'anesthésie, un patient qui doit avoir une intervention, vous vous assurez qu'il est en sécurité, que vous avez absolument tout ce qu'il faut pour lui. Vous êtes appelé par votre collègue urgentiste pour une déchirure du ménisque, 35 ans, pas d'antécédent comptable de profession. Concernant la consultation d'anesthésie, dans certaines situations, elle peut être réalisée par une infirmière anesthésiste diplômée d'État. Une numération de la formule sanguine et un bilan d'hémostase sont obligatoires. La consultation doit être réalisée au moins 72 heures avant l'intervention. Elle est obligatoire. Il faut évaluer les critères d'intubation difficile même si l'intervention est réalisée sous anesthésie loco-régionale. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et voilà. On a dit, il y a un cadre médico-légal autour de la consultation d'anesthésie puisqu'il s'agit d'un acte absolument pas anodin et un acte médical. Qui dit acte médical dit peut être réalisé seulement par un médecin. Donc une infirmière diplômée d'État, qu'elle soit spécialisée en anesthésie ou dans une autre spécialité, ne peut pas réaliser la consultation d'anesthésie.
Il n'y a plus aucun bilan obligatoire ni systématique à réaliser au cours d'une consultation. On va y revenir après quand on va détailler la consultation d'anesthésie. Vous vous doutez bien que selon le type d'intervention et selon le type de patient, vous n'avez pas forcément les mêmes types d'examens. Mais en tout cas, il n'y a absolument plus aucun examen obligatoire. Avant, on disait qu'il fallait réaliser des ECG à tous les patients avant d'aller au bloc opératoire, que vous ayez 15 ans ou 80. Actuellement, il n'y a plus rien d'obligatoire ni systématique. La consultation d'anesthésie doit être réalisée 48 heures minimum avant une intervention programmée. On bien programmée. Donc, la A et la B et la C sont fausses. Elle est donc bien obligatoire et peu importe le type d'anesthésie que vous faites, vous réalisez une anesthésie donc avec ses complications. Donc, vous faites une évaluation globale de votre patient. On peut vouloir endormir que le pied. Si survient une complication, vous allez devoir peut-être intuber votre patient et donc vous allez devoir vous poser les mêmes questions sur une anesthésie générale. Le patient vous pose des questions concernant les règles du jeûne préopératoire. Parmi les propositions suivantes, concernant les règles de jeûne. Pas de café 4 heures avant la chirurgie. Pas de thé 2 heures avant la chirurgie. Il n'y a pas de règle pour les enfants. Pas de solide 6 heures avant la chirurgie. Le cappuccino est une boisson claire. En effet. Donc, la règle, elle est assez simple. Il n'y a pas d'aliments solides, donc pas de solide 6 heures avant l'intervention pour être correctement à jeun. Et on peut boire des liquides qu'on qualifie de clairs jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Les liquides clairs, c'est de l'eau, du jus en pulpe, du thé ou du café sans lait. Par conséquent, le cappuccino est exclu. Mais en tout cas, pas de thé 2 heures avant la chirurgie, c'est parfait. Pas de solide 6 heures avant la chirurgie. Pas de règles pour les enfants, ça paraîtrait complètement incompréhensible puisqu'ils ont un système digestif comme nous. Donc, il y a également des règles pour les enfants qui sont aussi strictes sur les solides, mais un petit peu plus souples sur les liquides. Je vous les détaille dans la suite. Donc, je vous ai remis une diapositive bien claire pour les règles de jeûne, les solides et boissons non claires 6 heures, les boissons claires 2 heures, le lait maternel jusqu'à 4 heures. Le chewing-gum, ce n'est pas considéré comme ne pas être à jeun. Je vous ai mis également les nouvelles recos concernant le tabac. Et je vous ai remis les règles pour les jeunes enfants, sachant qu'on peut donc le lait maternel 4 heures avant et chez les plus petits, c'est entre 1 à 2 heures avant la chirurgie. Voilà. Pour le tabac, il paraît logique de ne pas fumer avant une intervention. Mais il n'y a pas exactement d'heure nécessitant, en fait, contre-indiquant le jeûne. Si votre patient vous dit je viens de fumer une cigarette, vous ne pouvez pas le récuser de la chirurgie parce qu'il considère qu'il n'est pas à jeun. Mais ça paraît du bon sens dans le cadre d'une chirurgie pour mieux cicatriser, pour faire des meilleurs échanges avec l'oxygène, d'arrêter de fumer. Avant les interventions particulièrement lourdes, on demande, et on dit qu'il y a une meilleure cicatrisation avec un meilleur rétablissement pour le patient, un sevrage d'1 mois. Évidemment, tous les patients ne peuvent pas subir ce sevrage. Il y a des gens intoxiqués qui ne souhaitent pas se sevrer. Vous devez essayer de leur proposer des substituts nicotiniques, vous devez essayer de leur donner des arguments, mais il y a toujours des patients qui continuent à fumer. Le mieux à dire, c'est de demander d'arrêter de fumer la veille au soir pour essayer de limiter le risque de spasme, le risque de grosses sécrétions. Mais ça, encore une fois, ça n'amènera pas votre patient à être récusé.